Cette édition de Roland-Garros, c'est un peu l'édition next-gen, car un vent nouveau souffle sur le tennis. C'est la première fois depuis 2003 qu'un membre originel du Big Three, donc c'est-à-dire Federer, Nadal et Djokovic, n'arrive pas à remporter un grand chelem après qu'un membre hors du top 3 s'en empare. C'est chose faite avec en Australie la victoire de l'Italien Yannick Sinner, dorénavant numéro 1 mondial, et dimanche dernier avec la victoire de Carlos Alcaraz à Roland-Garros face à Sacha Zverev. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup de vous être abonné déjà sur les dernières vidéos, d'avoir cliqué, d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Ça m'encourage également à poursuivre, à continuer à faire des vidéos tout au long de la fin de la saison de tennis. Cette édition de Roland-Garros s'est terminée. On va maintenant enchaîner sur une saison gazon avec l'approche du Grand Chelem de Wimbledon. Mais il était temps pour moi de vous parler un petit peu de ces 3 semaines avec les qualifications de Roland-Garros. Mais évidemment, le tennis féminin n'est pas en reste. Effectivement, ce n'est pas parce que j'avais prévu une finale avec Swiatek et Zabalenka ou avec une autre membre du Big Four que ce n'est pas une mauvaise finale. On a vu l'arrivée de Jasmine Paolini. Alors pour le grand public, c'est vrai que Jasmine Paolini faisait un petit peu outsider sur cette édition de Roland-Garros, mais il faut savoir que l'Italienne joue bien. Elle était déjà 15e joueuse mondiale dans le top 15 mondial avant cette édition de Roland-Garros, donc elle n'arrive pas non plus de nulle part. Donc c'était vraiment une finale très très intéressante avec l'ogresse, euh, la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, que nous avons vu monter en puissance de match après ce deuxième tour très compliqué face à Naomi Osaka, où elle efface une balle de match contre elle. Elle a réussi après à montrer qu'elle était la numéro 1 mondiale et la claire favorite au titre. Et c'est pour ça qu'elle remporte son 5e majeur, son 4e à Roland-Garros et son 3e consécutif. Pour reparler un petit peu de Iga Swiatek, c'est comme vous voulez. N'hésitez pas à me dire non plus comment vous le dites dans les commentaires. Chacun a sa prononciation pour la polonaise. Avec ce nouveau titre à Roland-Garros, elle signe une 21e victoire consécutive à Paris. Donc la polonaise affirme sa domination sur la terre battue, mais ça risque peut-être de changer avec la saison sur gazon, avec Zabalenka, Gauff, Rybakina ou même Ons Jabeur sur les gazons londoniens. Maintenant, j'aimerais revenir avec vous sur quelques points de cette magnifique édition de Roland-Garros 2024, avec mes points négatifs tout d'abord et mes points positifs. Chaque année, c'est la même chose, on en parle tout le temps. Ce qui m'a le plus choqué, c'est le public parisien. Des tribunes vides pour des matchs à gros enjeux. On a vu, ça a été le cas pour les demi-finales féminins, pour les quarts de finale aussi féminins, pour les demi-finales hommes. Ça contraste vraiment avec le public survolté qu'il y a eu en début de quinzaine, voire même dans les qualifications. C'est très gênant, je trouve. On a eu des gros coups de gueule de la part notamment de France Télé, d'Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi. Et puis on est un peu honteux en vrai, parce que c'est le seul tournoi du Grand Chelem, on s'entend, où il y a ce genre de problème, où il y a très peu de monde dans les tribunes. Quand on sait qu'à Wimbledon, les gens s'arrachent les billets, campent devant la billetterie, campent le matin pour essayer de choper les derniers billets qui existent, c'est honteux, sachant que comme vous et moi qui regardez à mon avis cette chaîne de tennis, vous êtes aussi passionné de tennis. Ça fait du mal parce qu'on se dit putain, moi j'aimerais bien y être dans ces matchs-là, j'aimerais bien être spectateur, être sur les gradins, donc ça fait un peu de mal. Et voilà, c'est chaque année la même chose, c'est dommageable, très dommageable. J'espère que les choses vont changer à l'avenir, je ne sais pas. Si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Je serais vachement curieux de connaître votre avis justement sur ces places vides à Roland-Garros. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me ferait un plaisir de vous lire déjà et ensuite de pouvoir échanger avec vous sur ce gros débat qui est les spectateurs à Roland-Garros. En deuxième point, j'aimerais aussi parler d'un autre sujet qui va aussi toucher le tennis féminin. Pourquoi il n'y a pas de night session avec des matchs féminins? On sait que c'est pourtant le cas en l'US Open avec 2 matchs en night session, un féminin, un masculin. Je suis plus sûr si c'est le cas dans les autres grands chelems. C'est le cas aussi sur certains tournois, les Master 1000 aux États-Unis.
C'est dommage, parce qu'on aurait aimé voir justement des grosses affiches du tennis féminin. Il y en a eu. Il y en a eu sur cette quinzaine, notamment le deuxième tour avec Osaka Swiatek, mais d'autres matchs en vrai, et c'est très dommage. Je ne sais pas du tout quel est le contrat avec Amazon Prime sur les night sessions. Pareil, ça a fait aussi beaucoup parler, notamment du côté féminin et du côté de 11 Jabber qui s'est exprimé sur ce sujet. Donc voilà, c'était un deuxième point négatif et j'espère qu'à l'avenir ça pourra changer. Et pourquoi pas imaginer vraiment une night session avec un match féminin, puis ensuite on enchaîne avec un match masculin. Donc voilà, c'était mon deuxième point. Et enfin, en troisième point, j'aimerais parler un petit peu plus du côté français. Notre next gen, du coup je parlais de ce tournoi un petit peu Roland Garros next gen. Cette next gen française peine encore à démarrer. Après la folle aventure de Arthur Cazot en Australie, on avait des grands espoirs. Enfin, personnellement, j'avais des grands espoirs pour nos jeunes Français. Pas forcément aller en quart de finale, en demi, ou même gagner Roland Garros, pas du tout. Aller plus loin déjà pour Giovanni, pour Arthur fils, pour Lucas Von Haché, Lucas Von Haché, Lucas Von H. Je sais pas comment on le prononce, mais en tout cas, voilà, c'était des Français très prometteurs. Arthur, c'est le plus jeune à être dans le top 50 mondial, donc c'est une grosse pépite. J'avais vraiment envie qu'on en parle parce que quand on voit à côté les Italiens, la next-gen italienne, ils nous mettent une pilule vraiment en termes de précocité. Je vais vous me donner un petit peu en chiffres, c'est très simple. On a du coup Yannick Sinner, le nouveau numéro 1 mondial, qui va en demi-finale homme. Dans la finale dame, on a Jasmine Paolini. En finale double homme, on a Bolelli Vavassori. Et en finale double dame, on a Paolini, encore, et Sarah Errani. Alors, Sarah Errani, Bolelli, Vavassori, on n'est plus sur next gen, mais on est quand même sur un gros niveau de tennis italien. Et c'est très simple, ils ont été presque partout, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Alors que, bon, évidemment, j'en reparlerai dans mes points positifs. On a eu quand même des pépites en France. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là. C'est chaque année pareil. Ça fait maintenant, je crois, plus d'une dizaine d'années où c'était Gasquet qui est allé en quart de finale à Roland-Garros. Euh, pour remonter à la demi-finale de Joe Wilfried Tsonga, il faut remonter, mais c'était il y a presque 15 ans. Voilà, ça fait de la peine, je voulais en parler avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Arthur, euh, Caso, Arthur Fils, Lucas Von Haché ou Giovanni vont peut-être évoluer positivement à l'avenir? On attend aussi la saison sur gazon pour Giovanni qui va être très très intéressante et pareil pour Arthur Caso. Donc voilà, c'était un petit peu un point négatif que je voulais aborder avec vous sur cette édition 2024 de Roland Garros. Et juste pour revenir sur l'épopée italienne, on peut voir évidemment qu'ils préparent très très bien les Jeux Olympiques, hein, comme je l'ai énoncé tout à l'heure avec une demi-finale chez les hommes, finale chez les femmes en double masculin et féminin. Du coup, je me suis un petit peu penché sur quelles étaient les différences entre la FFT, donc la Fédération française de tennis, et la FITP, Fédération italienne de tennis et de padel. Et du coup, je vous laisse un article dans la description qui est très très intéressant, qui explique vraiment justement les différences et pourquoi le tennis italien se porte si bien. C'est très intéressant, donc je vous invite à le lire, c'est très 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 intéressant. Et maintenant, on va passer à des choses plus joyeuses, plus positives. Et en 1, je voulais vous parler du récent vainqueur chez les hommes de Roland Garros. Il s'agit de Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz nous a montré qu'il n'était juste pas battable quand un match va au 5e set. Et que également Carlos Alcaraz était imbattable en finale de Grand Chelem. C'est un vétéran dans sa manière de jouer, dans sa maturité, et ça va même au-delà de son niveau de jeu. C'est juste tellement impressionnant de le voir jouer. C'est sa 10e victoire en 11 matchs quand un match va en 5-7. C'est juste incroyable comme stat. C'est sa 3e finale de Grand Chelem. Il a gagné 3 titres du Grand Chelem. Et Alcaraz a la manière marrante de célébrer ses titres de Grand Chelem avec des tatouages. Donc le premier à l'US Open. À Wimbledon, il va se faire également un petit tatouage. Et également pour Roland Garros, il a prévu de se faire une tour Eiffel sur la cheville gauche, il me semble. Donc j'espère qu'il va trouver un moyen justement de contrer un petit peu ce truc de tatouage. Parce que s'il continue à jouer comme ça et à gagner comme ça, à un moment, il va avoir le corps rempli de tatouages. Mais bon, si c'est comme ça qu'il souhaite célébrer, il n'y a aucun de souci. Je trouve ça très marrant, justement. Ça nous fait penser un petit peu à la Formule 1. Voilà, je voulais trouver un lien entre le tennis et la Formule 1. J'en ai trouvé un avec Zak Brown, du coup, qui est le directeur de l'équipe McLaren, qui s'était tatoué
le circuit de Monza pour la victoire de Ricciardo et qui s'est tatoué le circuit de Miami pour la victoire de Lando Norris. Donc voilà, c'est un petit peu marrant ce lien. On a vu dans cette finale 4h19 de jeu à très haute intensité, on va pas se mentir, même si beaucoup regrettent l'époque Djokovic, Nadal, Federer avec une grosse intensité de jeu. Moi, cette finale, je l'ai adorée. Vraiment, j'ai trouvé qu'elle était très intéressante d'un point de vue mental, d'un point de vue tactique. On reviendra un petit peu sur la côté tactique un peu plus tard. Mais l'Espagnol a su nous montrer qu'il avait l'expérience, à seulement 21 ans, de jouer ce genre de jeu et de gagner les finales. C'est très très intéressant. Et pour un petit peu contrebalancer ce que je viens de dire, évidemment je me contredis, Carlos Alcaraz a dit qu'il avait beaucoup besoin de son coach, Juan Carlos Ferrero, qui l'a beaucoup aidé, notamment dans ses placements de jeu, dans ses tactiques, avec l'arrivée notamment du coaching en tennis et notamment en Grand Chelem. Est-ce que c'est pas non plus aussi une faiblesse? Est-ce qu'on peut s'imaginer un Carlos Alcaraz gagner quand il n'y aura pas Juan Carlos Ferrero? Moi, j'aimerais beaucoup vos avis aussi sur ce sujet-là. Évidemment, ça fait beaucoup de sujets dont j'ai besoin de votre avis, mais en tout cas, c'est toujours intéressant. Je pense que oui, Carlos Alcaraz a les armes d'aller gagner ce genre de match, même sans coach. Il l'a montré, même si, évidemment, des fois, on a besoin d'une aide extérieure. Je pense qu'il est capable de le faire, mais c'est vrai que ça peut aussi contrebalancer justement ce que disaient les gens sur les anciennes finales où avant c'était le joueur face à l'autre et ils étaient dans la merde. Voilà, si t'arrivais pas à trouver les clés, tu pouvais pas te retourner, demander à ton coach les clés du match, il fallait les trouver soi-même. En tout cas, voilà, bravo Carlos Alcaraz pour ce troisième Grand Chelem, le premier à Roland. Je sais que c'était son rêve quand il était jeune, une très belle, une mignonne interview où son rêve était de devenir numéro 1 mondial, de gagner Wimbledon et de gagner Roland Garros. Voilà, à 21 ans, c'est chose faite. Moi, 21 ans, je faisais pas ça. Et à 28 ans, je fais toujours pas ça. Donc voilà, bravo Carlos Alcaraz. En deuxième point maintenant, je voulais remercier Corentin Moutet, je voulais remercier Varvara, Gracheva et tous les joueurs français de cette édition 2024, même si j'ai dit que j'ai été très déçu de Giovanni, d'Arthur Fils, de Lucas, etc. Et tout. J'aimerais quand même les remercier parce que vous nous avez procuré des émotions exceptionnelles. Giovanni, son match perdu en 5-7 face à Goffin, c'était incroyable. Merci quand même de cette émotion. Et je garderai longtemps en tête le match de Corentin face à Hofner, l'Australien. C'était l'Autrichien, pardon. Oh là là. C'était vraiment incroyable comme ambiance. Et d'ailleurs, anecdote marrante, c'est le coach de Corentin qui a poussé la direction du tournoi pour faire jouer Corentin sur le Langlaine, parce qu'à la base, il était progressé sur le Simone Mathieu. Et on ne savait pas trop si ça allait jouer. Et d'un point de vue mental, de ce qu'a dit le coach, ça a provoqué beaucoup de fatigue de ne pas savoir quand est-ce que vous allez jouer. Et donc il a poussé. Il a poussé aussi sur une ouverture du Langlaine à tous les gens qui avaient pas forcément des billets pour le Langlaine. Et c'était une ambiance incroyable. Vraiment, avec vraiment le public qui était là, pour le coup, incroyable, au rendez-vous, qui poussait aussi bien Corentin, qui a encouragé également Sébastien Hofner. C'était vraiment sublime. Donc voilà, c'est le match que je vais retenir, en tout cas chez les hommes, pour moi, pour Corentin, pour le niveau de jeu qui a été affiché et pour l'ambiance. Je retiendrai également la Marseillaise de Varvara, reprise par la joueuse, avec tout le stade, le Suzanne Langlaine. C'était également des émotions incroyables. Donc vraiment merci pour ça. Et je retiendrai également le COP du PSG pour Chloé Paquet, qui a su nous montrer qu'elle était capable d'aller en troisième tour d'un Grand Chelem. Donc j'espère que ça va se continuer pour elle pour la suite. Et voilà, super, merci à tous les Français, merci à Corentin, parce que ton «J'avais dit quoi?» il est vraiment incroyable. Et merci pour tout. On va maintenant parler en bref, avec quand même une victoire française à Roland-Garros en 2024, avec la paire mixte composée de Laura Sigmund, l'allemande, et d'Edouard Roger Vasselin. Évidemment, Edouard a bien fait d'envoyer un SMS à Laura 2 heures avant la fin d'inscription, parce que du coup ils ont gagné. C'est super cool. Bravo à eux. Également la belle histoire du jeune supporter français Paul avec Alex de Minaur. Vraiment, c'était aussi trop cool de voir cette ambiance-là. Donc, je sais pas ce que ça va devenir, je sais pas s'ils vont rester en contact ou autre, mais en tout cas, c'était très cool. Donc, merci à De Minaur pour ce très beau geste. Il était vraiment pas du tout obligé, en plus, donc vraiment très chouette. Je retiendrai aussi le magnifique toit du Langlaine, qui est vraiment super beau, et qui a été construit pour rappeler la jupe plissée justement de Langlaine. Donc voilà, il était magnifique ce toit. Il a beaucoup servi également, donc ça c'est chouette.
J'aimerais aussi noter la très belle gestion d'Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi. Elle a été saluée par l'ensemble des joueurs et des joueuses, donc bravo, félicitations à elle. C'était un très très beau tournoi. Et en plus, ça n'a pas dû être facile de gérer la pluie, de gérer les retards, tout ça. Donc vraiment, super gestion du tournoi. Amélie Mauresmo était une très grande joueuse. Elle est maintenant une très grande directrice de tournoi. Elle a été aussi une très bonne capitaine de Fed Cup. Elle est parfaite. Et enfin, je voulais terminer pour dire que c'était une superbe édition 2024 de Roland-Garros. J'ai hâte de voir la prochaine, vraiment. Mais avant ça, c'est la suite de la saison de tennis avec le gazon à Wimbledon, avant de revenir à Paris pour les Jeux Olympiques, avec, je l'espère, et je croise les doigts, peut-être la plus belle paire de doubles de l'histoire du tennis moderne. Et non, elle n'est pas française, elle est espagnole. Et pour le coup, je vais soutenir les Espagnols aux Jeux Olympiques pour, je l'espère, un double avec Carlos Alcaraz et Rafael Nadal. Ça serait juste incroyable. Donc j'attends ça avec impatience. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine. À très bientôt pour parler tennis. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, de soutenir la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis nous, on va se retrouver très bientôt pour parler gazon. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Salut.